L'analyse d'espoir, c'est une science qui est inexacte. Analyser le talent actuel d'un joueur, c'est une chose, mais de projeter le tout dans la LNH, c'est la clé dans une évaluation, puis c'est très difficile à faire avec certitude, parce qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, puis qu'au final, on contrôle pas. Puis, comme je dis souvent, même si les équipes de la LNH avec leurs équipes de recrutement qui en finissent plus trouvent le moyen de se planter, on a le droit nous autres aussi à l'erreur, tu sais. Mais sans dire que tout ça n'est que chaos et pur hasard, on peut quand même s'améliorer en tant qu'observateur amateur, puis je pense qu'on s'améliore en retournant voir nos bons coups et nos mauvais coups du passé. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, en retournant voir des matchs de Dean Letourneau, Philippe Bisted, Matthew Savoy et de Oliver Moore, puis voir s'il y a des différences entre ce que j'avais pu observer à l'époque lors de leur année de repêchage et ce qu'on voit aujourd'hui sur la glace. Je vous parle également de Alexis Joseph, la jeune sensation québécoise éligible au repêchage de 2027 que j'ai eu la chance de voir jouer en personne. Je fais également quelque chose que je fais rarement. Je me prononce sur la suite des choses pour la saison des Canadiens de Montréal. Énorme épisode en vue aujourd'hui, fait que préparez votre chimichurri, votre babaganouche, puis vos boubouloubous. Ça, les boubouloubous, c'est des whippets mexicains, mais avec un meilleur ratio gelé guimauve, en tout cas. Bienvenidos al podcast completamente dingo, Briser la glace. Et bonjour les chatons, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Épisode de Briser la glace enregistré le 12 novembre 2024, mais honnêtement je sais pas quand est-ce que ça va être publié, peut-être le 13, peut-être le 14, qui sait, j'ai du montage à faire, afin de m'assurer que tout soit raccord. Contrairement au clip d'Avril Lavigne, Complicated, dans lequel, quand elle chante dans le skatepark, là, vous remarquerez guitare, pas guitare, guitare, pas guitare, micro sur le pied, micro dans les mains. Décide-toi, Avril. Aujourd'hui, petite rétrospection, comme je disais en introduction, je me disais que ce serait un épisode court à la base, mais je vois que j'ai beaucoup de sujets à couvrir puis de niaiseries à dire. Fait que je pense qu'on va être là pour un bout, malheureusement, encore une fois. Mais c'est ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelques affaires que je veux aborder avec vous. Dans un premier temps, vous avez été plusieurs à m'écrire suite au dernier épisode, au pluriel. Puis merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire et d'entendre vos commentaires. En fait, vos commentaires, qu'ils soient positifs ou constructifs, sont toujours les bienvenus. Ça me permet de gager qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait continuer de m'écouter. Lors du dernier épisode, je revenais sur mon top 69 disponible sur mes différents réseaux sociaux. Je me dois encore d'apporter certaines mises au point par rapport à ce classement-là qui est évidemment très préliminaire puis qui va énormément évoluer au fil des mois. Il y a des gars là-dedans que j'ai en première ronde qui vont probablement ou peut-être là, finir en troisième ronde et vice-versa. Au final, ça va être mon classement final là, de juin qui va être le plus important puis celui sur lequel je vais m'auto-évaluer dans les années à venir. T'sais. Parce que j'ai hâte de voir, mettons un Luca Romano que j'ai out of nowhere, classé 19e. Peut-être que ce n'est qu'un feu de paille, puis il va redescendre, mais si jamais il glisse, mettons, dans ma liste, ou et même lors du repêchage, puis qu'il devient tout de même un vol, mettons, ça fait beaucoup de si, tu sais, je pense que ça va être un case study intéressant de voir pourquoi j'avais Romano aussi haut en octobre, puis pourquoi je l'ai redescendu par la suite, tu sais. Puis comme je disais lors du dernier épisode, j'essaie en aucun cas d'être sensationnaliste en classant des gars de même haut rapidement. Tu sais, comme je disais, Romano, 19e, personne là dans sa première ronde, tu sais. Sauf que je suis transparent avec vous. Les 3-4 games que j'avais vus de Romano à ce moment-là me disaient qu'il y a un potentiel offensif beaucoup plus élevé, beaucoup plus intéressant que tous les autres joueurs que j'ai classés passé mon 20e rang, tu sais. Son patin est de calibre LNH, son tir est hallucinant, la rapidité de sa dégaine, la précision de son lancer, il est dynamique, il a une bonne vision du jeu, il y a de la deceptiveness également dans son playmaking. Fait que je comprends, il est en feu dans la OHL, 10 points en 4 games lorsque j'avais enregistré l'épisode, puis que ça perdurera pas. Puis même, je rajoute, tu sais, il y avait 10 points en 4 games, mais il a rejoué 3 games depuis, puis il a marqué 4 buts lors de ces 3 matchs-là. En fait, il a marqué à chacun de ses 7 derniers matchs un total de 9 buts, en plus de 5 passes, donc 14 points à ses 7 derniers matchs. Puis comme je disais, il va pas maintenir ce rythme-là de 2 points par match, on s'entend, mais
en ce moment, il fait vraiment une grosse démonstration de son talent, puis on peut pas se fermer les yeux là-dessus, parce que c'est pas que de la chance, ces buts. Il y a quelques buts, bon, déviés ou des buts de l'enclave, mais les tirs qui décochent du bumper, quand il cycle la rondelle en zone offensive, tant en 5 contre 5 que sur le power play, tout ça est, pour l'instant, une coche au-dessus de beaucoup des joueurs que j'ai classés après lui. Fait que bref, Luca Romano, gardez un œil là-dessus. Cousin d'ailleurs de Nick Romano dans District 31. Puis surveillez son coéquipier avec les Rangers de Kitchener, Cameron Reed. J'en parlais, défenseur dynamique, 6 pieds. J'ai 23e sur ma liste, puis que j'en ai rechecké encore une game ou deux depuis. Puis maudit qui est bon. Puis je serais pas surpris de le monter encore lors de mon prochain classement le mois prochain. Je regrette de ne pas l'avoir mis 20-21e, pour être honnête. Je regrette surtout de ne pas l'avoir mis devant Nathan Bame, qui a connu un petit creux de vague là, depuis mes derniers visionnements. Bame, joueur intelligent, avec certaines mains, même si son contrôle de rondelle est bizarre. Excellent lancer, je pense que c'est sa force première. Bon gabarit à 6 pieds 2, mais un patin vraiment déficient, puis niveau d'effort aussi là, qui me laisse sur ma faim. Fait qu'on va voir, mais c'est ça. Ben, c'en est un que je risque de dropper éventuellement, mais comme je dis, le gros manque d'upside offensif passé le 20e rang ouvre la porte à ce genre de profil-là, des gars avec un bon gabarit, avec un certain upside offensif, donc peut-être une certaine projection sur un top 6, malgré le risque, sauf que, bon, avec le hockey sense qu'il a, le gabarit qu'il a, je pense qu'il pourrait quand même devenir un gars de 3e trio dans le pire des cas. Donc, c'est pas tant un cas de boom or bust. C'est plus un gars relativement safe, mais avec un certain upside, puis c'est pour ça qu'il se ramasse là. Puis dans le cas des boom or bust, ben, si on se fie juste sur le talent, sur l'upside offensif, puis que je veux remplir ma fin de première ronde avec du talent offensif, ben, je pourrais aller chercher les Benak, Potter, Mooney et compagnie. Mais c'est ça. C'est pas réaliste de croire que tous ces joueurs-là de petits gabarits vont devenir des réguliers dans la LNH. Puis, je réitère, c'est pas un mock draft, c'est vraiment un classement personnel. Puis c'est pas un classement d'appréciation, mais plus de projection. Parce que si j'avais à mocker ces joueurs-là en date d'aujourd'hui, Cameron Schmidt est le seul joueur, le seul petit joueur que je projetterais en première ronde ou peut-être même deuxième ronde. Benak et Potter, je pense pas que ça soit avant la 3, 4e, peut-être même 5e ronde. Puis Mooney, je serais très surpris de le voir sortir avant la 6e ronde. Schmidt, présentement, pourrait devenir un genre de Caulfield, Rossi, Savoy, c'est-à-dire un joueur de petit gabarit qui en monte suffisamment pour cimenter sa place dans le top 15. C'est ça, malgré son petit gabarit, parce que honnêtement, en ce moment, il ne montre pas qu'il peut être un cas de boom or bust. Je pense qu'il montre vraiment que ça va être un NHLer, du moins de la manière qu'il joue présentement. Cameron Schmidt. Je suis aussi retourné voir à quel rang j'avais classé. Tu sais, je vous parlais, il y a des gars que j'ai dû donner une petite poussée pour les augmenter et tricher leur classement. Je suis retourné voir, là, c'était quoi leur classement sans tricher. J'avais dit Murtica que je l'avais quand même assez loin, mais finalement, je l'avais autour du 35e rang. Fait que c'était pas si loin que ça. Mon fichier d'évaluation, peut-être pas si pire que ça, guys. Parce que c'est ça, c'est important de rappeler que, comme je disais, c'est pas un mock. Évidemment, Murtica va sortir beaucoup plus tôt que ça. Puis c'est un classement. Puis que Murtica, une des raisons pour lesquelles j'ai donné une poussée, c'est qu'il y a beaucoup des visionnements que j'ai de lui qui datent de son séjour chez les pros en Tchéquie. Puis que ces matchs-là étaient tous décevants, en fait. Puis je sais qu'il est capable de mieux. Sauf que c'est ça, j'ai tracké des games puis c'était décevant, fait que c'est sûr qu'il glissait dans mon fichier d'évaluation. Mais éventuellement, tu sais, Murtica, je pense que je vais retomber sur des meilleurs visionnements, surtout s'il évolue en Amérique. Puis éventuellement, mon fichier n'accordera plus ou peu d'importance à ces matchs de début de saison. Puis il va remonter dans mon classement, j'en suis convaincu. Puis comme je dis, il n'y a pas d'attaquant qui monte un gros upside offensif passé le 20e rang. Je m'attends à voir Murtica flirter avec le top 20 d'ici peut-être un mois ou deux dans mon classement.
Certains auditeurs auront aussi remarqué que j'ai sorti ce classement top 69 tout juste avant le début du tournoi Five Nations U18. En fait, que les Américains, la Tchéquie, la Finlande, la Suède et la Suisse. Puis c'était voulu, en fait, de sortir avant ce tournoi-là. Parce que j'ai l'impression que ce tournoi-là aurait vraiment influencé mon classement. Je préfère garder ça pour mon classement de décembre, en fait. Fait que j'ai pas écouté le tournoi encore. Les Américains et les Suédois sont généralement très forts dans ce genre de compétition-là. Fait que c'est ça. Je pense que ça l'aurait boosté le stock des joueurs américains et les joueurs suédois. Fait que je voulais pas que ça influence là, mon top 69, là, comme je dis, pour lequel j'avais entre 3 et 7 visionnements pour chacun des joueurs. Fait que je voulais pas que un tournoi de la sorte penche vraiment la balance d'un côté. Sauf que je pense que pour mon classement de décembre, je vais avoir plus de visionnements d'un peu tout le monde. Puis là, je vais pouvoir inclure justement des visionnements de ce tournoi-là. Puis je pense que ça va être correct. Fait que je vais l'écouter, comme je dis, le tournoi. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet de comparer des joueurs ensemble. Quoique, le seul bon comparable, je pense, ça va être les États-Unis et la Suède. Parce que les autres pays, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Aussi, ce week-end, j'ai également eu la chance d'aller voir jouer en personne Alexis Joseph. Joseph, centre, 6 pieds 4, 192 livres, et ce, à 15 ans seulement. Puis il vient à peine d'avoir 15 ans, il est né en juin. C'est un des espoirs de premier plan en vue du repêchage 2027, la LNH. Derrière, évidemment, Landon DuPont. On parlait de Joseph l'an dernier, on exclut la personne qui parle, comme étant possiblement le meilleur Québécois depuis un certain Mario Lemieux, ni plus ni moins. Joseph, il n'a pas appliqué pour le statut de joueur exceptionnel, puis il évolue donc cette année dans la Ligue de développement du hockey M18 3A du Québec pour le collège Esther Blondin. Donc, si vous restez à Joliette, Saint-Lin, l'Assomption, Rawdon ou même Saint-Roch-la-Chigan ou Les Dalles, allez voir Alexis Joseph, une perle qui joue dans votre cour, dans la municipalité de Saint-Jacques, pour être exact, qui est juste à côté, justement, d'un village qui s'appelle Saint-Alexis. Donc, c'est pas un addon, il y a un village en son honneur. Toutefois, malgré tous ces éloges-là et ces attentes excessivement élevées à l'endroit d'Alexis Joseph, on peut pas dire qu'il domine autant qu'espéré cette saison. Lui qui produit un rythme légèrement inférieur à la saison dernière. Il faut quand même remettre en contexte que l'équipe dans laquelle il évolue a perdu Plouffe, qui joue maintenant à Chicoutimi. Je parle de Jaden Plouffe et non Louis Plouffe, le saxophoniste jazz. En tout cas, le collège Esther Blondin, c'est une des équipes avec la moins belle fiche de la Ligue M18. 4 victoires, 13 défaites. Puis Joseph est présentement au 8e rang des pointeurs de la Ligue. Mais c'est ça. Qu'ai-je pensé de cette partie, de cette possible future super vedette québécoise nommée Alexis Joseph? Partie disputée dans un aréna aux 3/4 vide, et durant laquelle j'étais, par tout hasard, assis à côté d'un bon ami de Snake, qui a un des amis qui a même joué dans plusieurs de ses films. Un hasard, puisqu'on était quand même à 5 heures de route de Montréal. Bref, coucou Snake, puis André te salue. Donc, Alexis Joseph, qu'en pense-je? C'est certain que je suis pas habitué de regarder des jeunes de 15-16 ans. J'ai aucune expérience à évoluer la transposabilité de leur jeu dans la LNH, tu sais. Puis c'est normal, on devrait pas faire ce genre d'évaluation-là tout de suite. Pour l'instant, est-ce que Joseph peut jouer dans la LHJMQ l'an prochain? C'est surtout ça la question, tu sais. Puis oui, définitivement, tu sais, Joseph, il a un gabarit drive, il patine très, très bien. Son tir était une grosse coche au-dessus des autres. Ses mains, son contrôle de rondelle aussi. Puis même s'il semblait, durant la partie, préférer tirer que de passer, j'ai beaucoup plus aimé son jeu de passes, justement. Des passes qui étaient franches, précises. Puis même il réalisait ces jeux-là en mouvement avec une belle aise. Il y avait même de la deceptiveness dans ses mouvements en avantage numérique. Faut que je me trouve un mot français pour deceptiveness. Écrivez-moi en commentaire si vous avez une suggestion. Bref, définitivement des outils pour faire rêver les équipes de la LNH. Puis c'est pas pour rien qu'on en parle depuis qu'il y a 13-14 ans, tu sais. Puis je rappelle, c'est pas un late, c'est un juin. Sauf que, il y a évidemment des points qui m'ont laissé sur ma faim. Tu sais, je vous ferai pas de cachette. Puis je sais pas si c'est moi qui avais des attentes trop élevées ou si c'est moi qui est pas habitué de voir ce calibre de jeu-là non plus. Puis tu sais, c'est vraiment nullement pour rabaisser Joseph, là, comme je dis.
non seulement c'est un joueur de 15 ans, mais il joue pour une équipe qui éprouve des difficultés. Puis il a quand même cumulé 3 points, fait que de quoi me plaigne-je? Mais c'est ça, c'est que je l'ai pas trouvé aussi dominant que ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'il est une coche au-dessus des autres? Ben, définitivement. Il y a eu des flashs où il était vraiment dominant, mais il y a eu aussi des flashs où il manquait d'intensité, puis où je le trouvais statique en zone neutre, puis où il y avait pas vraiment de hargne pour aller chercher la rondelle dans le coin. Il fait 6 pieds 4, certes. Je trouve aussi qu'il se sert quand même bien de sa portée et de son gabarit pour protéger la rondelle dans certaines circonstances. Sauf que je l'ai trouvé aucunement robuste ni féroce en échec avant, puis c'est un peu ça le problème. Mais encore là, il vient d'avoir 15 ans, on va lui donner un break. Mais une chose qui m'a un peu gossé, j'avouerais, c'est sur certains avantages numériques. Il jouait sur la pointe, puis je trouvais qu'il choisissait souvent l'option simple. Souvent, il décochait simplement un tir du poignet de la ligne bleue alors qu'il y avait un défenseur devant lui, tu sais. Sur le même jeu de puissance, là, il a dû tenter, là, je pense, 4 ou 5 lancers de la sorte à un moment donné. Puis c'était même pas des tirs sur réception, tu sais. Quelques tirs se sont rendus, évidemment. Il y en a même un qui a trouvé le fond du filet. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment se plaindre. Ça marche bien à ce niveau-là pour amasser des points, mais j'aurais aimé le voir circuler la rondelle un peu plus puis être moins prévisible dans sa prise de décision. Sauf que c'est ça, dans deuxième période, c'était mieux, puis il a commencé à beaucoup plus faire circuler la rondelle, je trouve, en zone offensive. Mais c'est ça, je pense que ça aurait été difficile dans la LHJMQ cette année, pour être honnête. Fait que bref, gabarit drive, des outils drive, aucun enjeu de point de vue, patin, main, tir, passe. Il reste encore 2 ans avant d'être repêché. C'est un des meilleurs espoirs québécois depuis longtemps. Mais je souhaite, dès l'an prochain, de le voir plus incisif, plus impliqué physiquement ainsi que dans les 3 zones, puis voir un peu plus d'imprévisibilité puis d'audace aussi dans ses jeux offensifs, je dirais. Puis allez le voir jouer, je veux dire, on a la chance d'avoir un talent exceptionnel qui joue dans notre cours pour 10$ par partie, fait que allez voir Alexis Joseph jouer. Sinon, il y a un autre espoir que je veux vous en parler. Avant de révéler son nom, je veux vous le décrire parce que c'est quelque chose... honnêtement, j'ai jamais vu un joueur manier la rondelle avec autant d'aisance, avec autant d'agilité. Ses manœuvres, la vitesse de ses mains, son edge work, tout est absolument élite, voire même générationnel. Puis même il s'en sert bien pour se créer de l'espace puis tout. Je trouve parfois qu'il essaie d'en faire un peu trop. Puis souvent, il se fait prendre à son propre jeu. Mais ça pourrait, je pense, se placer. Puis c'est ça, vous le connaissez peut-être, là, vous avez peut-être déjà entendu son nom. Je parle ici de Dwayne Robertson, qui a représenté les États-Unis avant de joindre Eden Hall Academy. Fait que bref, un joueur avec plus d'un tour dans son sac. Il y a même une game, c'était bizarre, là, il a sorti un lasso du banc pour attraper Sanderson des Vikings. Bref, gardez un œil là-dessus. Avant de passer au segment principal. Puis c'est drôle, je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien dit le mot segment et ça sonnait pas comme saignement, comme d'habitude. En tout cas, bref, voici un mot de nos partenaires. Je suis une grande geek de statistiques. Oh, combien de fois me suis-je demandé combien de défenseurs gauchers nord-américains de 25 ans de plus de 6 pieds 3 pouces, repêchés en 2e ronde, ont marqué au moins 7 buts, et ce, entre les saisons 2002 et 2005 ? Grâce à Elite Prospects Premium, j'ai maintenant toute cette information au bout des doigts. Des filtres avancés, des statistiques par partie, un outil de comparaison de joueurs et surtout leur magnifique guide du repêchage et leur guide de poolers. Ça en vaut la chandelle. En plus, avec le code promo BLG30, j'obtiens 30% de rabais sur mon abonnement annuel. Génial! Faites comme moi et abonnez-vous à la version premium de Elite Prospects dès aujourd'hui. BLG30. Merci Sonia. Ou comme dirait Lupin, Omar Sy. Omar Sy. C'est le nom de l'acteur qui joue Lupin. Je sais pas si je suis mieux de vous expliquer mes référents obscurs ou si je suis mieux de laisser ça aller, comme si j'avais rien dit, puis juste parler de hockey. Je sais pas pourquoi je demande la question. Je connais déjà la réponse. En ce sens, juste pour épuiser un peu le nombre de référents obscurs que j'ai de listés, que j'avais pris en note puis que je vais jamais plugger visiblement.
Puis je sais que ça peut être lourd, mais je me gâte. Je vais vous en dire une coupe en rafale. Je vais me sortir ça de l'organisme tout de suite. Puis après ça, on retourne au hockey. Don Carnage. Le petit bâton en plastique rouge d'incollation Ritz et Cheese Whiz. La toune Coco Jumbo. Migs dans le silence des agneaux. La statue qui parle dans Art Attack. Lemon Party. La Castafiore qui dit « Au ciel, mes bijoux ». L'extraterrestre en G-string qui casse des œufs avec un téléphone. Puis le bébé dans le film Brain Dead ou Dead Alive, je pense aussi que ça s'appelle. Fan de films d'horreur louche, tapez Brain Dead Baby Kitchen Scene dans YouTube. Puis remerciez-moi plus tard. By the way, je peux pas croire que c'est Peter Jackson qui a réalisé ce film-là. Oui, le gars du Seigneur des Anneaux qui a aussi fait un film qui a un bébé dans un blender. Bref, ça c'est dit. Peut-être que si je dis assez de niaiseries sur Internet, va me faire inviter à Tout le monde en parle. Puis vu que mes référents obscurs s'adressent beaucoup, je dirais, aux X puis aux milléniaux, juste pour être égal avec tout le monde, je vais dire une niaiserie pour les Gen Z, Skibidi Toilet, puis je vais dire de quoi que juste les boomers vont comprendre, Engelbert Humperdinck. Puis pour mes deux auditeurs européens, Mannequin Peace. Bon, je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut. Maintenant que chaque génération et chaque continent a compris un petit bout du podcast, je peux maintenant retourner au hockey. Je promets de dire des choses pertinentes pour la suite des choses. Fait que c'est ça, comme promis, je suis retourné voir des joueurs déjà repêchés, pour lesquels, peut-être que je me suis trompé, ou du moins que je pense que j'avais pas la même opinion que le consensus. Puis je vais en faire d'autres en cours de saison. Beaucoup, je dirais, des espoirs peut-être avant 2023, là, 2024, c'est certain, sont encore tout frais. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me demandent quand est-ce que je vais avoir un Patreon ou une quelconque plateforme payante. Puis tu sais, je réponds tout le temps la même affaire que j'ai déjà pas de temps pour faire des épisodes. Tu sais, je suis vraiment inconstant dans mes épisodes. Je peux pas avoir du contenu exclusif là, sur Patreon. Ça fait pas de sens pour moi. Mais c'est certain que je suis à la recherche de concepts quand même, de contenu payant. Puis j'ai eu ce flash-là. Puis écrivez-moi en commentaire si c'est de quoi qui pourrait vous intéresser. Chargez un montant, que ce soit 10, 15, $20, je sais pas, pour que vous me fassiez une demande spéciale de joueurs à retourner voir 2, 3, 4 games, puis faire un rapport lors d'un épisode. Bref, écrivez-moi si c'est de quoi qui serait intéressant. On jase. Fait que c'est ça, je te retourné voir des matchs disputés cette saison-ci pour 2 joueurs que j'avais peut-être en trop haute estime, puis pour 2 joueurs que j'aimais moins que le consensus public, ou du moins que leur rang de sélection. Aussi, je me suis ajouté la contrainte, c'est sûr que c'est des joueurs qui évoluent pas en LNH en ce moment. Donc, peut-être des joueurs pour qui les visionnements sont plus difficiles à aller voir là, pour la plupart des auditeurs. Donc, c'est ça, je suis allé voir ça. Dans les joueurs que j'aimais, mais qui semblent peut-être pas répondre aux attentes ou que personnellement j'aurais repêché plus tôt, je suis retourné voir Philippe Bisted repêché en 2022 et Oliver Moore repêché en 2023. Puis pour les joueurs que j'aimais moins que le consensus public, en fait, sans dire que je les aimais pas, mais juste que, c'est ça, moins que leur rang de sélection, je suis retourné voir Matthew Savoy repêché en 2022 et Dean Letourneau en 2024, repêché 25e et je l'avais 59e. C'est quand même outrant. Puis Savoy qui faisait... en fait, qui excellait jusqu'à présent, mais qui connaît un lent début de saison, puis qui a été échangé contre pas grand-chose par les Sabres. Fait que je voulais aller voir ce qui se passait avec Savoy, puis je pense que ça va vous intéresser. Puis ben, les tourneaux, honnêtement, j'ai même pas regardé, je sais pas s'il fait bien, puis c'est pas pour essayer de prouver quoi que ce soit, je veux juste voir, en fait, si le gap entre la US Prep, là, l'école secondaire pour laquelle il évoluait, et la NCAA, s'il est capable justement de s'adapter, parce que je vais y revenir, mais on n'avait pas un bel échantillon du jeu de Dean Letourneau la saison dernière, mais à 6 pieds 7, c'était sûr qu'elle allait être repêché tôt, tu sais, puis j'ai hâte de voir s'il est capable justement de performer dans la NCAA puis de sauter ce gros step-là, tu sais, c'est certain qu'à 6 pieds 7, il est capable de skipper une coupe de marche, là, plus que Jeannette Suto, en tout cas, surtout qu'elle est morte. Mais bon,
Le premier joueur dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est Philippe Bisted, centre 6 pieds 2, suédois, repêché 27e au total en 2022 par les Sharks de San Jose. J'aimais beaucoup le combo gabarit-patin, jeu complet, offert par Bisted lors de son année de repêchage. Bisted était prévu pour sortir entre le 35e et le 50e rang, là, si on se fie aux listes publiques et les différents mock drafts. Mais les Sharks avaient étiré le bras pour le repêcher au 27e rang, en raison de ce profil-là, justement, de gros bonhomme complet, malgré l'upside offensif possiblement limité que plusieurs analystes lui reprochaient déjà à l'époque. La raison pour laquelle j'ai décidé de retourner voir Bisted, c'est pas nécessairement, en fait, je vous ai menti, c'est pas nécessairement que je l'avais plus haut, c'est que j'aime ce genre de profil-là, généralement, vous commencez à le savoir, puis j'en classe souvent entre, justement, 25-40, c'est pas mal mon range pour classer ces bonhommes-là, puis je suis conscient que plusieurs de ces gros bonhommes-là, plus complets, auront malheureusement pas le talent offensif pour jamais percer la LNH. T'sais. J'aimais beaucoup Jacob Delarose en 2013, puis je rappelle, pour ceux qui le savent peut-être pas, quand le Canadien a repêché McCarron en 2013, moi, c'était Jacob Delarose que je voulais. Fait que nul besoin de vous dire que lorsqu'on repêchait Delarose, 10-15 ans plus tard, je jubilais. Puis tu sais, il y en a des joueurs repêchés dans ce rang-là pour qui ça fonctionne. À chaque année, il y a des joueurs au profil similaire repêchés dans ce range-là qui vont devenir des bons NHLers. On regarde, là, mettons, dans les 7 à 10 dernières années, les Jason Dickinson, Brett Howden, Trent Frederick et tout ça. Il y a même quelques perles cachées, comme Adrian Kempe, 29e en 2014, qu'on disait que c'était un power forward au upside offensif limité. Ça a mauditement bien vieilli. Pas tous des choix sexy, évidemment, puis il y a évidemment aussi des exemples où ça a très mal vieilli, mais généralement, ça donne des gars là, de 3-4e ligne relativement solides, puis il y a possibilité de frapper des home runs, même si c'est pas nécessairement ça qu'on vise avec ces choix-là. Puis là, j'ai juste checké les choix de fin de première ronde que je viens de vous énumérer, mais on pourrait faire le même exercice avec des choix de début, milieu de deuxième ronde, puis on pourrait probablement comparer le taux de succès avec les petits joueurs repêchés dans ce même range-là, puis je pense que ça pencherait beaucoup du côté des gros bonhommes. T'sais. Je dis pas qu'on doit absolument viser ce genre de joueurs-là, puis que c'est 100% assuré qu'on va repêcher un NHLer. Comme je disais l'autre jour, un gars de 4e trio, ça se trouve aux agents libres, on bâtit pas une équipe comme ça via le repêchage, mais pour des équipes qui ont déjà un bon noyau, ça peut être un moyen d'injecter à l'intérieur d'un an ou deux un joueur qui pourrait jouer sur la 4e ligne puis seulement commander un contrat d'entrée, contrairement à plusieurs agents libres au profil similaire. Des fois, ça vaut la peine comparé, mettons, à un choix high risk, high reward. Tu t'assures un peu plus de frapper un joueur qui va jouer dans la ligue. Parce que c'est plate à dire, mais même si ces joueurs-là sont pas sexy, puis qui ont un upside limité, c'est malheureusement des joueurs beaucoup plus faciles à insérer puis à bouger dans un alignement, contrairement à un ailier agile de périphérie de 5 et 10, t'sais. Bref, désolé pour la méga parenthèse, c'est juste que c'est un type de joueur, les gros bonhommes comme ça, dont Bisted justement fait partie, qu'on va encore voir classé entre 25 et 35 cette année. Le genre de profil qui m'attire généralement beaucoup, vous le savez, puis ça va malheureusement pas changer, à tort ou à raison. Donc Philippe Bisted, 27e au total en 2022, qui va avoir 21 ans en février, qui était vu comme un futur 3e centre, là, avec peut-être un upside de 2e centre lors de son année de repêchage en raison là, de certaines aptitudes offensives qu'il avait, dont son lancer. Sauf que c'est ça, déjà quelques années plus tard, maintenant, on parle de lui plus comme un gars de 3e, probablement même 4e trio. Bisted, il a joué aucun match dans la LNH pour le moment, mais il cumule quand même 7 points en 9 parties dans la Ligue américaine cette saison. J'ai écouté 2 parties de lui. Ce que j'ai le plus aimé, c'est son lancer. Un tir qui est très vif, qui décoche de l'enclave. Mais c'est ça, peut-être un petit manque au niveau du finishing. Là. Il a même manqué un filet désert sur un 2 contre 1. Là. Sa vitesse est quand même bien, grâce à ses longues enjambées surtout. Il a été solide sur les mises en jeu aussi. Puis il a montré des bonnes mains quand même. Quelques très belles passes, je trouve aussi, ou surtout des mises en scène. Mais c'était surtout des jeux à très basse vitesse, notamment là, down low sur le jeu de puissance. Quelques bonnes protections de rondelles aussi, mais overall, rien de tant excitant. À l'inverse, j'ai pas vraiment aimé son accélération pour ses premières enjambées. Ça me semble vraiment inférieur à la moyenne de la LNH. Il m'a aussi semblé parfois réagir tardivement. Je l'ai dit bizarre.
le jeu semblait trop vite pour lui, en fait. Il a d'ailleurs commis 3 revirements dans la première période d'une des 2 games que j'ai checké. Des passes qu'il a faites directement sur la palette d'un adversaire. Puis ce qui est bizarre, c'est que quand il passait à ses propres coéquipiers, c'était rarement sur le tape. Puis ce pattern-là s'est répété dans les 2 games que j'ai vus. J'ai même vu une séquence où il a récupéré la rondelle en échec avant, il s'est retourné, donc il voyait devant lui, mais il a envoyé une passe rapide à travers 4 joueurs adverses, aucune chance que ça passe. C'était carrément un geste de réflexe, puis clairement qu'il n'a pas eu le temps d'analyser la situation devant lui, même s'il voyait très bien ce qui se passait. De là, une des raisons là, pour lesquelles je disais vitesse d'analyse peut-être douteuse. C'est ça, donc c'est ça. Au final, c'est une belle récupération en zone offensive qui s'est finalement convertie en 3 contre 2 pour l'équipe adverse. J'ai trouvé mou aussi par moment. Il s'imposait pas physiquement. Il tombait également souvent, ce qui est quand même alarmant. Il joue devant le filet. Un coup, la pression installée en zone offensive ou sur le power play. Mais je dirais pas que c'est un joueur qui cherche l'intérieur. En fait, en transition, il va rarement vers l'intérieur. Souvent, il va prendre justement le long de la bande. Il va cut back vers la ligne bleue. Je l'ai pas vu, en fait, dans ces 2 parties-là. Pas une seule fois baisser l'épaule, foncer vers le filet. Puis je trouve qu'il n'y a pas la vision ni l'accélération pour faire un jeu après qui s'arrête justement lors d'une transition. Puis souvent, le jeu mourrait tout simplement là. Puis c'est ça, je disais qu'il jouait devant le filet sur le power play. En fait, il joue vis-à-vis les poteaux, puis il obstrue pas vraiment la vue du gardien. Mais tu sais, je sais pas si c'est le système de jeu qui veut ça ou si c'est lui qui a peur d'aller où ça fait mal. Fait que je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Donc, qu'en pense-je de Philippe Bisted? Ben, basé sur seulement ces 2 visionnements-là, la combinaison de mauvaises décisions avec la rondelle, de manque d'accélération, puis de vitesse d'analyse, ça me fait très peur. Malgré les beaux flashs, là, puis le profil two-way qui est encore valide, là, on va se le dire. Il a la chance, toutefois, d'appartenir aux Sharks, puis ce que ça fait qu'il va avoir une chance pour au minimum jouer sur leur 4e trio, vu le manque de profondeur dans cette équipe-là. Mais s'il appartenait à une autre équipe un peu plus relevée, mettons les Stars, tu sais, je suis pas convaincu qu'on le verrait longtemps dans la LNH, voire même qu'il aurait sa chance point barre. Tu sais. Je pense qu'il doit simplifier sa game, arrêter de tenter là, les petites passes cute parce que ça marche jamais. Il doit ajouter du muscle aussi pour être plus difficile à affronter le long de la bande. Puis c'est ça, on lui demandera pas de devenir un forechecker féroce, là, il n'y a pas ça en lui, mais il va devoir se concentrer à jouer un jeu un peu plus nord-sud, je pense, mais surtout un jeu sans erreur, chose qu'il fait pas en ce moment. D'ailleurs, j'en parlais lors de l'épisode précédent. Oui, le gabarit, mais d'abord et avant tout, la vitesse d'analyse. La vitesse et l'accélération, c'est très important également. Puis l'attitude en général, tu sais, j'aime un joueur qui a un désir de gagner, puis pas juste gagner la partie, gagner une rondelle, tu sais. Puis Bisted, ben, il coche pas toutes ces cases-là. En fait, il coche pas de ces cases-là. Malgré tout, comme je disais, 7 points en 9 matchs. Fait que je trouvais que c'était quand même une production intéressante. Fait qu'après avoir écouté mes 2 games, je suis allé voir chacun de ses points cette année. Au niveau de ses 4 buts, il y en a un qui c'est un très beau tir sur réception sur un 3 contre 2. Il y en a un qui c'est un beau tap-in devant le filet. Il y en a un, ben, c'est un tir déviant en avantage numérique, puis l'autre, c'est un but dans un filet désert. Au niveau de ces 3 passes, ben, il y a une belle, voire même très belle passe sur un jeu de puissance. Il était à côté du filet, down low. Il a rapidement repéré un coéquipier libéré du côté opposé. Fait que super belle passe. Il y a une belle passe, mais molle, après un bel effort individuel qui a remis un coéquipier qui entrait en zone offensive avec vitesse. Puis il y a une passe obtenue sur un retour de lancer après que, justement, Bisted ait tiré. Donc, sur 7 points, il y a un beau but de marqueur, 2 belles passes, 2 buts qui ont marqué de la peinture. Pas assez, je dirais, pour changer mon avis pour le moment. Upside offensif visiblement limité. Là. Fait que le temps va nous le dire, mais je pense qu'il n'arrivera pas à maturité avant encore quelques saisons, malheureusement. Puis ça, c'est si jamais il devient un NHLer. Sinon, dans le même repêchage de 2022, je suis retourné voir comment se débrouillait notre ami Matthew Savoy, ou Mathieu Savoie pour les intimes, joueur que j'aimais moins, en raison évidemment de son gabarit de 5 et 9, malgré son patin hallucinant. En fait, il bouge ses pieds comme Chacha Di Gregorio dans Grease, là, tu sais. Savoy, comme je disais, 5 et 9, repêché 9e au total en 2022 par les Sabres, qui va avoir lui aussi 21 ans cet hiver, qui a récemment été échangé aux Oilers contre la piste. Un but,
un match dans la LNH. Il joue présentement dans la Ligue américaine où il cumule 6 points en 11 matchs, incluant un match de 3 points quand même, on va se le dire. Mais 6 points en 11 matchs, c'est définitivement en dessous du rythme que Savoie avait obtenu la saison dernière. En fait, la saison dernière, il a fait 5 points en 6 parties dans la Ligue américaine avant d'aller complètement dominer la Ligue de l'Ouest. Savoie, c'est un espoir de premier plan en 2022, classé aussi haut que 6e sur certaines listes en raison de sa vitesse élite puis de sa combinaison d'intelligence puis d'agilité qui faisait oublier sa petite taille, en fait. Je reconnaissais évidemment tout le talent de Savoie qui avait connu une saison incroyable de 90 points en 65 rencontres dans la WHL lors de son année de repêchage. Mes craintes étaient évidemment principalement autour de son gabarit. Mais c'est ça, quand le talent est élite, le gabarit, on s'en fout un peu, tu sais. Mais le hic, c'est que je trouvais son style de jeu un peu trop junior à mon goût, un peu trop all over the place, même comme une toile de Jackson Pollock. Puis je craignais que son succès tourne beaucoup autour du fait qu'il était plus rapide puis plus agile que tout le monde, mais que ça allait possiblement être contré au prochain niveau. Du moins que le gap allait être réduit puis que ça serait plus assez pour être dominant. Fait que, comme je l'ai déjà dit, il y a de la place pour les petits joueurs dans un top 10 ou un top 15 du repêchage. Les Caulfield, Rossi et compagnie sont des bons exemples. Sauf que ces joueurs-là doivent être une méga coche au-dessus de tout le monde ou être élite à quelque part. Parce que s'ils sont pas super dominants, il y a un facteur de risque qui s'installe. Puis ça peut rapidement les faire dégringoler, voire même les exclure carrément du repêchage. Puis il y a même des exemples que même s'ils ont été dominants lors de leur année de repêchage, mettons les DeBrincat, Poirier, Stankoven, Hudson et compagnie, il y en a encore qui glissent lors du repêchage. Puis tu sais, je donne des histoires à succès évidemment, mais vous aurez compris qu'il y en a aussi plusieurs pour qui ça n'aura jamais fonctionné dans la LNH. Fait que j'ai écouté 2 games de Savoie. Je peux pas dire que ces visionnements-là ont su répondre aux questionnements que j'avais. Il a été visiblement très talentueux, souvent le joueur le plus talentueux sur la glace en fait. Très rapide, très dangereux en transition, très dynamique, toujours en mouvement en zone offensive, mais un peu comme à l'image de sa production cette saison, les occasions de marquer n'étaient pas vraiment suffisantes. Son dynamisme et son patin le rendent évidemment très dangereux en échec avant, mais son manque de force et sa courte portée faisait en sorte qu'il avait énormément de difficultés à gagner ses batailles ou soutirer la rondelle aux adversaires. Les défenseurs de la Ligue américaine sont évidemment beaucoup plus gros que ce qui est habitué de jouer contre, mais aussi beaucoup plus mobiles, puis surtout plus expérimentés. T'sais. Plusieurs défenseurs que j'ai vu que Savoie a affronté durant mes visionnements, c'est des gars fin vingtaine, puis que la plupart ont de l'expérience à l'NH, tu sais. L'accélération de Savoie est incroyable, mais j'ai pas trouvé que sa vitesse maximale a tant été un facteur durant ces parties-là. En fait, il arrivait pas nécessairement premier sur la rondelle, puis c'était un problème. Puis je disais que les chances de marquer étaient limitées. En fait, dans ces 10 dernières parties, il y a 4 parties sans aucun tir au filet. Cette saison, il y a une moyenne de 1,6 tirs au filet par match. Lui qui avait une moyenne stédée entre 3,4 et 3,8 depuis les 3 dernières saisons. Évidemment, joué dans la WHL. Il y a 12 de ses 22 lancers tentés cette saison dans les 10 dernières parties, qui avait un expected goal inférieur à 0,05. Fait que c'est 45% de ses tirs tentés dans les 10 derniers matchs qui avaient peu de chances de succès. Seulement 3 tirs qui avaient un expected goal élevé, puis les 3 se sont rendus au filet, puis il y en a 2 qui sont rentrés. Fait que Savoie, très bon finisher, opportuniste, mais le volume est insuffisant présentement. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas en mesure de se démarquer suffisamment, mais c'est ça. Bref, 0,47 chances de marquer par match présentement. L'an dernier, c'était 0,77, puis l'année d'avant, où il a joué junior toute l'année, 1,19 chances de marquer par match en moyenne. Fait que Savoie, il n'a jamais été un joueur robuste, évidemment, mais il n'a jamais eu peur de s'impliquer. Son nombre de plaqués par match a également été à la baisse là, depuis les saisons passées. Fait que bref, on va lui souhaiter que c'est juste un creux de vague, un temps d'adaptation également, lui qui passe du junior à la Ligue américaine. Mais cette baisse importante dans ses statistiques avancées, je trouve que c'est quand même alarmant un peu. Puis ça va quand même dans le sens de ce que j'ai vu en fait lors de mes 2 visionnements isolés. Fait que c'est ça. Puis à cela s'ajoute le fait qu'il a été changé contre
Ryan McLeod et Tyler Tullio. Savoy a 20 ans, repêché 9e au total, puis les Sabres ont déjà jeté les serviettes sur lui. Contre un retour, on va se le dire, quand même décevant. La bonne nouvelle pour Savoy, c'est qu'à Edmonton, il va avoir de la place pour se faire valoir, puis surtout, ça c'est un point important à noter, Savoy, c'est un des rares joueurs qui a le patin pour évoluer aux côtés de McDavid, puis je pense que ça pourrait faire toute la différence dans sa carrière. À suivre. Parlant de patins exceptionnels, je suis ensuite retourné voir celui que j'appelais Luis Mendoza, Oliver Moore, un de mes chouchous en 2023. Les OGs s'en souviennent. En fait, à un certain moment donné, j'avais Moore devant William Smith, mais évidemment, bon, jamais devant Ryan Leonard. Puis, je pense pas que j'avais sorti le classement final, là, c'était les débuts du podcast, puis je m'assumais pas tout à fait. Mais c'est ça, de mémoire, mon classement en 2023, c'était Bedard numéro 1. Numéro 2, je me souviens pas si j'avais Michkov ou si j'avais Michkov 4e, mais assurément, j'avais Michkov 2e pour le upside. Ensuite, Fantilli Carlson. 5 et 6, ben, c'était Benson Leonard, mais je me souviens pas dans quel ordre. J'avais Smith 7e, Moore 8e. Puis après ça, ben, il n'y avait plus grand-chose qui m'excitait. J'aimais pas Charles, pas nécessairement Sandine Pelika. Je trouvais Dvorsky plate à mort. Puis j'avais des doutes sur l'upside là, de gars comme Jagger, sur le patin de Perrault. Ça a mal vieilli. On en reparlera une autre fois. Puis même chose, là, Matthew Wood, là, son patin. Mais... Puis bon, Danielson, Reinbacher m'excitait pas particulièrement, sauf que je les voyais comme des NHLers. Probablement que si j'avais eu à sortir un classement, ça aurait été là, mes 9e et 10e choix, là, Danielson et Reinbacher. Si je tripais pas sur Matthew Wood en raison de son patin, malgré son shot et son gabarit drive, j'aimais beaucoup Oliver Moore parce que c'était un des patineurs les plus rapides que j'avais vu dans les dernières années. J'aimais aussi que Moore était très responsable défensivement et donc très dangereux pour s'échapper. Puis je trouvais qu'on parlait pas assez de son lancer également, que personnellement j'aimais beaucoup. Moore jouait sur le 2e trio du NTDP, même 3e lorsque Higgins et Yzerman étaient là et non avec les U17. Puis Moore, ben souvent, il jouait avec Will Vogt puis Danny Nelson, là, me semble. Fait que c'était difficile pour lui de produire, là, surtout qu'il n'était pas nécessairement un play driver. Sauf que c'est ça, en fin de saison, il y a eu des beaux flashs de playmaking, je trouve. Ma seule crainte que j'avais envers Moore, c'est que parfois son cerveau semblait pas suivre son patin. Mais en même temps, son patin était élite, tu sais. Moore semble qu'on disait à l'époque classé à 6 pieds, mais je pense qu'il est davantage à 5 et 11. Mais bref, a finalement été repêché 19e par les Blackhawks. Ce fut toutefois une saison difficile l'an dernier pour Moore à l'Université du Minnesota. 33 points en 39 parties, mais c'était quand même une production quasi identique à son coéquipier Jamie Snuggerud, un an plus vieux. Fait que bref. Mais cette année, ben, c'est encore tranquille pour Moore. 5 points en 10 matchs, quand même décevant. Mais Moore, que je disais qu'il avait un lancer sous-estimé, ne remplit pas le filet cette saison. Il y a 9 buts seulement la saison dernière, puis 1 but en ce début de saison. Il décoche quand même beaucoup de lancers, puis génère beaucoup d'occasions de marquer, si je me fie aux statistiques avancées, mais visiblement ne trouve pas le fond du filet. Est-ce de la malchance ou est-ce c'est ça que son lancer n'est pas si bon que ça? On va voir. Fait que je suis allé voir 2 parties de Oliver Moore dans la NCAA cette année. Tous les points que j'aimais de Moore à l'époque sont encore des forces. Mais je trouve que c'était difficile pour lui lorsqu'il devait être le play driver ou en transition même, c'était pas top. Son patin est élite, mais je l'ai trouvé quand même facile à contenir par moment. Faut dire aussi qu'il joue vraiment pas sur le meilleur trio. Il est pas avec les meilleurs joueurs de cette équipe-là, là, justement Snuggerud et Wood. Puis il y a plusieurs incursions qu'il faisait qui débouchaient pas, mais c'était pas nécessairement de sa faute, honnêtement. Il a décoché plusieurs tirs très, très, très dangereux, plusieurs slap shots sur réception, mais la plupart ont raté le filet ou il a simplement été volé par le gardien ou qui a été contré par un beau jeu défensif. Là. Fait que faudrait isoler là, chacune de ces chances de marquer là. Peut-être qu'il va être meilleur dans un rôle d'ailier marqueur que au centre. Parce que présentement, ben, il sert de son excellente mobilité pour jouer son rôle de centre à merveille puis couvrir beaucoup de glace, mais il se ramasse souvent avec la rondelle. Puis je pense que tout ça, c'était un peu trop pour lui. Puis je pense que les doutes qu'on avait lors de son année de repêchage par rapport à sa capacité à réaliser les jeux à haute vitesse ou sous pression, ou encore l'effet que son
hockey IQ suit pas nécessairement son patin, ben je pense que c'est vraiment ça qui se passe dans son cas encore en ce moment, puis qui explique sa pauvre production. Le patin puis le lancer sont 100% de calibre LNH. Les flashs de playmaking sont là. Le jeu défensif il est bon, mais même si il est très rapide en zone neutre puis qu'il réussit souvent à pénétrer le territoire adverse, je trouve présentement il manque de créativité puis de vitesse d'exécution pour vraiment installer l'attaque ou créer des occasions de marquer lorsqu'il n'est pas en surnombre, tu sais. Mais à l'aile, dans un système plus de dump and chase, je pense que Moore pourrait devenir très efficace. Mais si ça s'avère être ça, sa chaise réelle, pour moi, ça serait quand même en dessous de mes attentes, là, je vais le dire comme ça. Mais en même temps, ben, c'était pas l'année 2023 avec le meilleur upside offensif passé le top 5-6, comme je disais tantôt. Si Chicago met la main sur, disons, Porter Martone cette année, est-ce qu'on pourrait voir Moore à l'aile de Bedard et Martone, justement? Ça serait vraiment incroyable, tu sais. Je pense que ce genre de scénario-là serait vraiment... Il fitterait bien là-dedans, autrement dit. J'avais espoir que Moore devienne le prochain Dylan Larkin, mais présentement, je crois plus qu'une projection à la Ryan McLeod, mais sans le gabarit, et peut-être plus réaliste. Puis si c'est le cas, ben j'aurais surévalué Oliver Moore. Généralement, je surévalue en raison du gabarit, mais lui, c'est pas le cas. C'est plus que je pense que je me suis fermé les yeux sur son efficacité à régler les problèmes devant lui, puis que je me suis juste fié sur son lancer puis son lancer puis son patin élite, tu sais. Si vous avez écouté mes épisodes précédents que j'ai sortis dans les dernières semaines, puis ma vidéo sur les défenseurs droitiers, vous savez que j'accorde désormais beaucoup d'importance à la vitesse d'analyse puis à la capacité à réaliser des jeux sous pression. C'est le genre de skill qui s'améliore difficilement, mais qui peut devenir un problème majeur au prochain niveau. Si le jeu est déjà trop vite dans le junior, ben le step vers la LNH va être vraiment difficile. Puis c'est pourquoi j'ai plusieurs défenseurs plus bas sur ma liste, dont Charlie Trethaway, puis même Radim Merteka, là, que j'ai eu quelques drapeaux rouges dans certains visionnements. Je trouve que leur prise de décision vient souvent pas assez vite quand ils vont récupérer la rondelle derrière le filet, ou encore, je trouve que des fois, ils paniquent quand il y a un joueur adverse à leur trousse. Fait que bref, Oliver Moore, c'est un peu la même affaire. Je l'aimais beaucoup en 2023. Je commence à douter, mais évidemment, il est tellement trop tôt, mais je voulais faire l'exercice. Puis, si Oliver Moore m'excitait beaucoup lors de son repêchage, ben, le dernier joueur que je suis allé voir cette semaine, lui, m'excitait vraiment pas. Contre toute attente, et c'est Dean Letourneau, repêché en première ronde par les Bruins en 2024. On s'en doutait qu'elle allait sortir tôt, puis je le moquais dans ces rangs-là, parce qu'à 6 pieds 7, centre, c'était normal qu'elle allait sortir tôt, mais je l'avais 59e. Ceux qui disent que je bandais ces gros bonhommes, mettez ça dans votre pipe. Le gros doute général qu'il y avait autour de Letourneau l'an dernier, c'est qu'il évoluait dans le réseau d'écoles secondaires. Vous comprendrez qu'à 6 pieds 7, il était dominant, tu sais. Il y avait évidemment un certain talent aussi, certaine finesse dans son jeu, mais c'est très dur de projeter ce genre de ligue-là dans la LNH, tu sais. Il évolue présentement pour les puissants Eagles de Boston College. By the way, en février, je vais être à Burlington, Vermont, pas pour trouver mon chien Kiki, mais pour voir justement Boston College jouer, donc les James Higgins, Ryan Leonard, Gabriel Perreault, Jacob Fowler, Teddy Stiga et Dean Letourneau, dont il est question ici. Fait que, comme dirait Wheatus, get tickets for Boston College, baby. J'ai d'ailleurs publié sur YouTube une game complète des shifts du trio Higgins-Perreault-Leonard qui évoluent présentement ensemble et qui sont hallucinants. Particulièrement la deuxième et troisième période, il me semble que c'était fou raide. Bref, Letourneau. Focus. Évidemment, il serait injuste pour Letourneau de tout de suite refaire son évaluation. T'sais, il a été repêché il y a quelques mois à peine, puis il affronte pour la première fois ou presque de loin les meilleurs adversaires qu'il a vus. Mais fait que ce visionnement-là, c'était plus avec les yeux comme si c'était son année de repêchage. On va lui donner un break. Il avait juste joué, je pense, c'était 2 matchs dans la USHL l'an dernier. Puis c'est un échantillon faible, décevant même. Puis pas assez de temps de glace là, pour avoir une idée claire. Fait que c'est ça, je suis allé voir un match en NCAA, juste un, pour me faire une tête. Puis ça va pas mal dans le même sens que les matchs de USHL que j'ai vus l'an dernier. Il était là, évidemment à 6 pieds 7, on le voit, mais
il n'y avait pas d'impact vraiment. Pas robuste, pas bon défensivement, pas flashy offensivement. Il a tenté quelques bonnes passes, mais principalement des one-touch vers l'enclave, des bons jeux, mais qui n'ont pas vraiment connecté. Mais il y a quelques affaires que j'ai trouvées un peu alarmantes. Il me semblait souvent une demi-seconde en retard sur le jeu, mais aussi semblait avoir quelques lacunes sur des fondamentaux. Plusieurs pertes de rondelles, des passes qu'il faisait qui étaient sautillantes, puis même il y avait de la misère à recevoir des passes. Je parle pas juste d'une fois, là, c'est arrivé comme 3 fois dans le game que j'ai checké. Je pense que les Bruins l'ont repêché en étant pleinement conscients que les Tourneaux, c'est un projet à très long terme. Mais de ce que j'ai vu, si les Tourneaux avaient eu un gabarit normal, présentement, ils ne seraient pas pour Boston College, puis peut-être qu'ils n'auraient même pas été repêchés la saison dernière. Fait que, avec du bon développement, tout est possible, ceci étant dit. On entendait beaucoup de comparaisons l'année dernière avec Tage Thompson, mais Thompson avait des bien meilleures mains puis un bien meilleur lancer au même âge. Je pense que c'est l'âge comme comparaison puis juste basé sur le fait que c'est un gars de 6 pieds 7 avec un talent offensif. T'sais. Chose certaine, il y a du talent, les Tourneaux, mais c'est un talent offensif qui semble être limité. Puis j'espère qu'il va avoir un peu plus aussi le couteau entre les dents. Parce que pour le moment, ben, c'est un gentle giant avec un impact très négligeable sur la partie. Fait que, mais c'est ça. Puis je vais le voir en vrai, comme je vous disais, 2 parties dans quelques mois. Peut-être que mon opinion va changer en le voyant en vrai, mais pour l'instant, je suis pas sûr. Fait que voilà, ça fait le tour des 4 joueurs dont je voulais vous parler et revisiter. Si vous avez aimé ça, et puis comme je disais, si ça vous tente, là, justement, que j'offre certains packages pour vous faire décider de qui je pourrais retourner revoir, écrivez-moi en commentaire si ça vous tente. D'ailleurs, un que je vais retourner voir, pour une très bonne raison, c'est Blake Montgomery, sur qui j'étais très high l'an dernier. Un overager qui avait été ignoré lors du repêchage de 2023, mais un patineur puissant avec un excellent lancer et qui fait 6 pieds 4, repêché en 4e ronde par les Sénateurs en tant qu'overager, je le rappelle. Mais je l'avais, moi, en 2e ronde, malgré, justement, qu'il soit plus vieux. Je l'avais même début de 2e, genre 34e, je pense, quelque chose comme ça. Ou 40e, bref, de quoi d'absurde. Puis là, ben c'est ça. Il fait ses débuts dans la OHL avec les Knights de London, ni plus ni moins. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Puis je vais le revisiter, lui aussi, dans les prochains épisodes. Nous voici déjà au dernier... Ben déjà, ça fait quand même 50 minutes, là, on va se calmer le déjà, c'est un crème. Au dernier segment de cet épisode, puis je pense que c'est un segment important. C'est rare que je me prononce sur les Canadiens de Montréal parce que je suis conscient que je dois toujours marcher sur des œufs quand j'en parle, puis que ma perception de la situation est pas toujours aussi optimiste que d'autres médias, mais... j'aimerais terminer avec une question d'un auditeur, Alexandre Giroux, qui demande... Avec la lune de miel un peu terminée et plusieurs jeunes joueurs qui sous-performent, quel est le plus grand défi de Kent Hughes cette année et doit-il être plus actif ou patient dans son plan? J'adore la question. Je vais pas tout à fait y répondre, mais je vais faire un méga détour de probablement une demi-heure, là. Ben, premièrement, c'est quand même difficile de répondre parce que pour moi, le plan de Kent Hughes cette saison, c'était pas clair. En fait, ben... Oui, mais j'ai l'impression que le plan interne puis le plan public, c'est 2 affaires différentes. T'sais. À mes yeux, l'équipe a jamais été de sérieux candidats pour être compétitif cette année, même si on nous a dit le contraire. Oui, on pouvait s'attendre à une amélioration, avec entre autres les ajouts de Laney et de Hudson, avec le retour de Doc, les jeunes qui continuent de progresser, puis qui sont prêts à encore élever leur jeu d'un cran. La réalité, c'est que cette équipe-là a terminé au fond de classement la saison dernière. En fait, dans les 3 dernières saisons, c'est pratiquement le même line-up que l'an dernier qu'on voit. T'sais. Au final, mettons, excluons Laney, on a remplacé Monahan par Dak, Pearson par Heineman, pas mal ça. Il y a, Harris qui a été upgradé par Hudson, ça c'est majeur. Mais sinon, c'est la même foutue équipe. T'sais. Fallait pas s'attendre à un revirement complet de situation. Puis la réalité, c'est que oui, le Canadien s'est théoriquement amélioré, mais les autres équipes dans la division, que ce soit Buffalo, Détroit, Ottawa, Philadelphie, eux aussi se sont améliorés, soit par la progression naturelle de leurs joueurs, mais aussi par des acquisitions. À moins d'une explosion de la part de Caulfield, Suzuki, Slavkovski puis Doc, un statu quo était pas mal à prévoir.
du moins de mon point de vue, tu sais. Est-ce qu'un l'aîné en santé aurait amélioré la situation? Ben, c'est certain que oui, ça n'aurait pas nuit. Mais l'équipe est présentement dernière de la Ligue. Je pense pas qu'on était à un l'aîné près de faire les séries, là, tu sais. Mais si on regarde le positif, Caulfield est en feu, meilleur buteur de la Ligue. Suzuki, point per game, Slavkovski est pas loin. Hudson, excessivement surprenant, difficile de pas tomber en amour avec, tu sais. Puis c'est même difficile de trouver du négatif dans son jeu. Oui, il fait des revirements, mais je pense qu'il apporte plus de positif que de négatif overall, tu sais. Il est dominant offensivement, puis défensivement, moi, il me surprend beaucoup, tu sais. Puis autre point positif, les espoirs qui sont pas avec le club, que ce soit les Demidov, Rage, Fowler, vont vraiment très bien en ce moment. Mais c'est pas mal ça pour le positif, honnêtement. Pour le négatif, ben, la liste est un peu plus longue. Les gardiens font pas le travail. Le niveau d'effort de plusieurs vétérans est déconcrissant. Puis même, le nombre d'erreurs que les vétérans commettent est tout simplement inacceptable. Gallagher, c'est un des joueurs les plus constants de l'équipe. Ça, c'est pas normal. Alex Newhook déçoit grandement. En fait, plus ça va, plus son acquisition ressemble à une erreur, tu sais. Kirby Dach déçoit aussi, mais dans le cas de Dach, il n'a pas joué la saison dernière. On peut lui donner une période de grâce, mais il y a 16 games là, de fait de jouer au moment d'enregistrer l'épisode. On se serait attendu à une meilleure progression de sa part quand même. T'sais. Fait que jetons juste pas la serviette tout de suite. Chose certaine, d'avoir un DAC qui floppe, ce serait un pas de recul majeur dans cette reconstruction-là. T'sais. Ensuite, dans le négatif, même si Caulfield, Suzuki et Slavkovski produisent excessivement bien, je pense pas qu'il joue toujours bien à 5 contre 5, tu sais. C'est souvent difficile, puis à mes yeux, c'est pas un vrai premier trio en ce moment. Aussi, Lane Hudson, évidemment que du positif à dire, il joue des grosses minutes. C'est sûr, je suis bien content, mais d'un autre côté, ça me pogne toujours en dedans. Puis cette surutilisation-là de Hudson, je pense que c'est un peu un problème aussi, puis ça me fait honnêtement peur. Il serait pas supposé jouer, 26 ou 28 minutes comme il a fait contre les Penguins et les Devils, pas à son âge, pas avec l'expérience qu'il a. Hudson, il est habitué de jouer 39 matchs par saison en NCAA. On lui demande présentement de passer de 39 matchs universitaires à 82 matchs contre des messieurs dans la meilleure ligue du monde, à 25 minutes par match, dans une team de pisse, en tant que défenseur undersized. C'est un non-sens pour moi, puis j'ai peur qu'on le brûle, tu sais. Puis vous savez ce que dit Alex Arian? Brûler, il s'éteint à petit feu. Je pensais pas faire une référence à Despised Icon et à la chicane en l'espace de 1 minute, mais bon. En ce sens, on a vu la saison dernière Leo Carlsson être mis de côté régulièrement par les Ducks afin, c'est ça, de limiter son nombre de parties puis favoriser son intégration. Will Smith, Matvei Michkov ont eu le même sort cette saison. Puis c'est pas nécessairement une question de sous-performance, je pense que c'est vraiment une question de smoothness de transition. Le problème, c'est que si on bench Hudson pour quelques matchs, juste de temps en temps, question de pas trop le brûler, de limiter son nombre de parties, la vague de haine envers l'équipe serait épouvantable. Puis aussi, je comprends que l'organisation a l'obligation morale et même financière de mettre une équipe intéressante à regarder sa glace. Mais présentement, Hudson, c'est le seul joueur excitant à voir. Tu l'enlèves, puis c'est idole pour les détenteurs de billets, tu sais. La preuve, c'est que c'est Ivan Demidov qui pose sur l'affiche pour la vente de billets de saison pour l'an prochain. C'est pas Caulfield, c'est pas Suzuki, c'est pas Slavkovski là, qui est trop occupé à faire des pubs de poutine chez McDo. Non, c'est un espoir non signé qui joue en Europe. Certes, c'est le meilleur espoir qu'on a vu chez le CH depuis Belle Hurette, puis on essaie de créer du hype, but still. Pour revenir à Hudson, je sais que l'an dernier, Brock Faber a joué ce genre de minutes-là en tant que recrue, blablabla, mais Faber, il est quand même 2 ans plus vieux que Hudson. Donc, il était 1 an plus vieux que ce que Hudson est en ce moment. Puis, ce que Faber a fait la saison dernière, ça n'avait pas été vu depuis vraiment longtemps. C'était même plus de minutes que ce que Dowdy et compagnie avaient fait lorsqu'il était recrue. Fait que, tu sais, ne prenons pas l'exception comme comparable. D'ailleurs, savez-vous que lorsqu'il était jeune, Brock Faber incarnait le rôle de Charles Edward dans les Races Moquettes? Ça aide à jouer des grosses minutes là, quand même, on se fera pas de cachette. Fait que, bref, ça ne sent pas bon. Puis c'est pas à cause des hot dogs. Désolé, c'est une grosse mise en contexte avant de revenir à la question d'Alexandre, à savoir, c'est quoi les défis de Kent Hughes? Est-ce qu'il doit être actif ou être patient? Pour moi, c'est encore la patience avec les jeunes, évidemment. Je pense qu'il a toujours été clair, que, du moins pour moi, que ce groupe de jeunes attaquants-là était très solide.
mais qui manque encore le joueur de premier plan. Puis je rappelle que je classais la banque d'espoir du CH deuxième meilleure banque d'espoir de toute la ligue cet été. Si jamais vous pensez que je suis pessimiste et de mauvaise foi, j'adore cette banque d'espoir-là. Mais je pense que où l'organisation a vraiment manqué le bateau, c'est de ne pas avoir échangé Matheson cet été. J'en parlais dans un épisode cet été justement, lorsqu'on m'avait demandé ce serait quoi mon plan 5 ans si j'étais le DG du CH, puis une de mes premières actions, ça aurait été ça, d'échanger Matheson. Matheson a connu l'an dernier de loin sa meilleure saison. Il demande pas un gros salaire, son contrat vient à échéance sous peu, puis il serait fort surprenant qu'il répète ou surpasse sa production de l'an dernier. Il va être trop vieux lorsque le CH va être compétitif d'ici 2-3 ans. Fait que bref, sa valeur a jamais été aussi haute l'an dernier, puis c'était le moment parfait pour l'échanger puis avoir un bon retour, tu sais. En ce moment, malgré quand même ses 10 points, sa valeur est visiblement plus basse qu'elle l'était, puis plus on l'attend, plus il perd en valeur, tu sais. Je pense que Hughes se doit d'être actif, mais pas actif dans le sens d'aller chercher un défenseur vétéran ou encore, comme j'ai entendu par différents médias, un gardien dans un dernier Hail Mary pour sauver la saison. Il est trop tard, là. Je veux qu'il soit actif, à bouger des effectifs, puis à brasser la soupe un petit peu, puis de prendre des risques. En fait, en ce moment, le noyau de vétérans vaut pas grand-chose, puis il amène absolument rien à cette équipe-là, puis il sera pas là quand l'équipe va être compétitive, tu sais. Je comprends que ça prend des joueurs pour jouer cette saison, puis que tu dois avoir des vétérans pour entourer tes jeunes, puis pas placer tes jeunes dans un scénario catastrophique, mais c'est déjà catastrophique, tu sais. Fait qu'il y aurait une bonne job de ménage à faire dans ce vestiaire-là. Malheureusement, des gars comme Anderson, Armia, Dvorak et compagnie font pas grand-chose en ce moment pour aider le club à trouver preneur ou avoir un retour intéressant contre eux. Il y a Gallagher qui joue bien, fait que c'est plate, mais même si c'est un excellent leader, c'est peut-être le seul contre qui on aurait un retour intéressant ou du moins qu'on trouverait preneur, donc on pourrait essayer de l'échanger, tu sais. Le noyau de l'équipe est stagnant présentement, puis comme je disais, ça ira pas en s'améliorant. Puis, je parle pas ici d'échanger ces gars-là contre des 6-7e choix. Là. Ça sert à rien, ça. Mais contre des jeunes qui pourraient bénéficier d'une deuxième chance. Des jeunes qui pourrissent présentement soit sur une 4e ligne. Évidemment, il y a plein de noms dont on parle tout le temps. Là, les Philippe Tomasino, Peyton Krebs, Arthur Kaliev, ou encore des gars dans la Ligue américaine qui reçoivent pas de chance. Les Joachim Kemmel, Samuel Poulain, Jacob Pelletier, Ville Nola. T'sais, si Vegas a su monter rapidement une équipe championne avec juste des gars rejetés, puis qu'il y a plusieurs joueurs même comme Tage Thompson, Alex Stock, Owen Tippett, Valérie Nichushkin, Chandler Stevenson, Carter Verhey et compagnie qui ont explosé après avoir été échangés, et ce seulement dans les dernières années. Bon, évidemment, c'est tous des contextes fort différents, mais ça vaut la peine quand même d'être exploré comme option, même si les chances de succès sont très faibles. Je dis évidemment pas qu'on va avoir ce genre de joueur-là en retour d'un Christian Dvorak, mais le CH possède quand même beaucoup de choix dans les rondes 2, 3, 4 cette année puis l'an prochain. Fait que tant qu'à avoir un Dvorak qui mange un spot sur le roster, puis tant qu'à lancer un dard sur un choix de 3, 4e ronde, ben, je préfère faire un petit package puis lancer ce dard-là sur un joueur déjà repêché puis assez mature pour sauter tout de suite dans la LNH, tu sais. Contrairement à un espoir qui va prendre 3, 4, 5, 6 ans avant de peut-être faire le club, tu sais. Évidemment, bon, faut être deux pour danser, mais ces projets-là dont je parle coûtent pas aussi cher qu'on croit. Tu sais, si on regarde juste dans, mettons, la dernière année, Savoy a été échangé contre McLeod et Tullio. Alexander Holtz a été échangé en compagnie de Akira Schmid, qui joue en AHL en ce moment, contre Paul Cotter, puis un 3e choix. Podkozin a été acquis contre un 4e choix. Bon, il y a juste 3 points cette année, mais contre un 4e, prends-le ce risque-là, tu sais. Puis je dis évidemment pas d'échanger tous les vétérans contre des projets de la sorte. Il faut garder de la viande dans le club quand même. Mais si on est capable de faire 1 ou 2 de ces échanges-là, ben go for it, tu sais. Le CH aurait assurément pu égaliser les échanges dont je viens de vous faire part, tu sais. Puis surtout, ben, je souhaite de tout cœur que le CH fasse pas la même erreur que les Sénateurs, les Pingouins et les Red Wings en essayant de rabouter cette équipe-là avec des vétérans alors que l'équipe est même pas en position de gagner, tu sais. L'affaire, c'est que on peut pas continuer d'avoir Jake Evans sur une 2e ligne, tu sais. Je l'aime, Evans, mais c'est pas sa chaise. Puis il y a des limites à blâmer l'absence de l'aîné. Cette équipe-là a pas de profondeur, point barre. Des blessures, ils vont en avoir à chaque saison, dans chaque équipe. Tu peux pas blâmer la blessure d'un seul joueur qui a d'ailleurs jamais joué pour l'équipe pour expliquer les piètres performances du club. Je resterai patient avec New Hook. Je pense que dans bonne chaise, sur un 3e trio, un trio là, talentueux et ou hargneux,
peut-être que Newhook pourrait faire la job, mais c'est pas un gars top 6, là, visiblement. Je pense que pour être compétitive, il y a 4 clés pour cette équipe-là, puis c'est des grosses clés. Le genre de clés que Galchenyuk fait. La première, c'est que ça prend, je pense, un défenseur numéro 1, possiblement un top 10 dans la ligue, si c'est pas top 5. Peut-être que Hudson va devenir ça. Il montre des signes très, très, très encourageants. Au moins, on a une piste de solution et on ne dépend pas seulement des repêchages à venir. Mais en ce sens, Matthew Schaefer, gardons un œil sur lui pour le repêchage 2025. Ça prend aussi, je crois, une super vedette à l'attaque. Idéalement 2. Espérons que Demidov le devienne. Puis c'est l'image que l'organisation semble déjà vouloir pousser de lui. Snake parle souvent que Caulfield doit être un 5e ou 6e meilleur attaquant dans une équipe gagnante. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. 5-6e, c'est peut-être exagéré à mes yeux, mais je suis d'accord avec l'idée que Caulfield doit pas être dans tes 2-3 meilleurs attaquants au minimum. Mais ensuite, ça dépend beaucoup de ton profil d'équipe et ta profondeur aussi. Il n'y a pas juste un profil d'équipe. Tu sais, exemple, mets Caulfield dans Vegas l'année de leur conquête, mettons en remplacement de Marchessault, Smith ou Kessel. Je pense que Caulfield est facilement le 3e meilleur joueur de cette équipe-là, tu sais, offensivement du moins. Puis mets Caulfield dans cette équipe-là, puis Vegas gagne quand même, là, tu sais. En fait, je sais pas si c'est si nécessaire que ça d'avoir un joueur de franchise, en fait, mais si t'en as pas, ça te prend une foutue belle défensive puis une profondeur absolument parfaite pour venir compenser, mais surtout une ligne de centre difficile à affronter. Puis ça, c'est mes 2 prochains points sur les clés pour cette équipe-là. Le 3e point, c'est que ça prend au minimum 2 excellents centres complets, idéalement 3. Puis ce point-là risque de beaucoup passer par le repêchage 2025 avec la sélection, on se le souhaite, d'un James Higgins ou Michael Misa, parce que honnêtement, je pense qu'on est dans le trouble au centre en ce moment, surtout si on se rend compte que Doc n'est pas un joueur de centre. Là. Evans, 2e centre, ça marche pas. Puis le 4e point, ben, ça prend une profondeur, un bottom 6, difficile à affronter, gros, fort, rapide, capable de marquer, qui coûte pas un but à chaque fois qu'ils sont sur la glace, tu sais. Puis ça prend une grosse défensive là, qui fait payer le prix également. Présentement, on est loin de ça. Oui, dans la banque d'espoir, il y a des Tuck, Jacky, Beck et compagnie dans le pipeline à l'attaque, mais ça demeure des projets qui ont absolument rien prouvé dans la LNH. Tant qu'ils ont rien prouvé, faut continuer à signer ou à repêcher ce genre de profil-là. Je préfère avoir un surplus qu'un shortage. À la défense, ben c'est évidemment très mieux, mais à droite, c'est très mince. Puis on a vu dans les dernières années que c'est les équipes profondes puis travaillantes qui se rendent loin en série. Les Oilers, qui ont pourtant McDavid et Draisaitl depuis près d'une décennie, 2 des meilleurs joueurs au monde, dont possiblement le meilleur joueur, du moins le joueur le plus talentueux de tous les temps. Les Oilers ont atteint la finale pour la première fois l'an dernier. Puis même d'avoir ces 2 joueurs-là n'a pas été suffisant. Évidemment, même pattern pour les pauvres Leafs. Fait que comment peut-on espérer que les Canadiens, avec Caulfield, Suzuki, Slavkovski à la place de McDavid, Draisaitl, RNH ou de Matthews, Nylander, Marner, puissent être de sérieux contenders, tu sais. Fait que c'est ça. C'est les 4 choses, je pense, qui manquent à cette équipe-là. Un défenseur numéro 1, son meilleur attaquant, une bonne ligne de centre puis une profondeur difficile à affronter. Me semble, c'est pas trop demandé, non? Je suis capable de faire ça à NHL 25. Pourquoi est-ce que Kent Hughes serait pas capable? Fait que bref, j'ajouterais 2 points bonus, comme si c'était pas assez. Ben, cette équipe-là manque de caractère, là. Ça, je pense que c'est évident. Puis, ben, un gardien numéro 1. Point. Je dis, bon, optionnel, parce qu'il y a des équipes comme Vegas qui ont montré que c'est possible de gagner quand même. Mais, ben, ça aiderait beaucoup. Hein? Puis, mais c'est ça, Fowler, très encourageant, mais c'est évidemment pas pour demain. Mais présentement à NCAA, ça va foutument bien pour Jacob Fowler. Puis, tu sais, là, j'ai fait cette liste-là, mais même en cochant tous ces points-là, c'est pas garanti que l'équipe va gagner, tu sais. Je prends par exemple même des équipes comme les Stars puis les Rangers qui cochent toutes ces cases-là que je viens de vous nommer, qui ont une grosse profondeur, des attaquants élites, une bonne défense, des bons centres, un vrai défenseur numéro 1 élite, un gardien élite également, sont incapables d'atteindre la finale, tu sais.
Bon, Tampa Bay, oui, 3 finales en 3 ans, dont 2 coupes, on s'entend, c'est exceptionnel, l'une des plus belles dynasties qu'on a vues dans les dernières années. Mais ça a été suivi de 2 défaites en première ronde avec honnêtement pratiquement le même club. Et même chose avec le Colorado, qui ont 2 fucking joueurs de franchise en plus d'un allié élite. Ils ont gagné une coupe, ben oui, mais ils ont ensuite perdu en première et en deuxième ronde. Fait que je pense que les gens réalisent pas à quel point c'est rendu difficile de remporter la coupe, puis à quel point l'alignement actuel du CH est loin de pouvoir compétitionner avec les équipes mentionnées ici. Mais ce que Tampa a aussi prouvé dans ces années de succès-là, c'est que tu dois quand même être chanceux avec tes choix tardifs au repêchage, puis qu'il y a beaucoup du succès qui passe par là. Évidemment, la reconstruction, c'était bien débuté avec Stamkos en 2008, Hedman en 2009 comme premier et deuxième choix au total. Des choix, on s'entend plus solides que Slavkovski, Kotkaniemi, Galchenyuk. On s'entend le CH n'a pas été chanceux lors des années qui repêchaient haut, mais ils ont repêché le Tampa quand même Killorn en troisième ronde, Palat en septième ronde, Kucherov en deuxième ronde, Paquette en quatrième, Point en troisième, Chiarelli en troisième, Colton en quatrième. Bref, tous des joueurs repêchés par l'équipe, tardivement, qui ont eu un rôle primordial avec l'équipe. Mais la bonne nouvelle pour le tricolore, c'est qu'il y a plusieurs de leurs sélections tardives au fil des dernières années, les Hudson, Struble, Jacky, qui se développent présentement très bien et qui font partie de l'équipe même en ce moment. Puis on peut même ajouter là, les Kapanen, Fowler, Engstrom qui pourraient devenir des joueurs importants pour l'équipe également. Fait que l'avenir est prometteur. En fait, si tout va bien, on devrait, d'ici, mettons, 2 ou 3 ans, voir la meilleure formation du CH dans peut-être 30 dernières années. T'sais. Overall, il y a beaucoup de si pour que ça arrive. Beaucoup de si qui passent par le développement de Slavkovski, de Hudson et de Doc, mais également de Goulet et Reinbacker ainsi que leur état de santé. Mais surtout, l'avenir de cette reconstruction-là passe beaucoup par les jeunes encore dans le pipeline. Demidov, Hage, Fowler, c'est 3 pierres angulaires pour le futur de l'équipe. Puis j'inclurais même les 2 choix de 2025 qui sont des choix cruciaux et des points tournants. Fait que suivez le podcast, on va vivre ce parcours ensemble. Donc un avenir brillant pour le tricolore, mais qui pourrait tout de même tourner au vinaigre en cas de développement catastrophique ou décevant des Ducks, Slav, Reinbacker ou même Michael Hage ou Jacob Fowler, tu sais. Mais malgré tout, une situation que je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui envient en raison justement de cette banque d'espoir-là tellement bien remplie, profonde, puis qui a de l'upside offensif pour une fois, tu sais. J'ai en fait rarement vu une équipe avec une aussi solide banque d'espoir. J'ai jamais été aussi excité par les jeunes repêchés par l'équipe, bien plus que Jacob Delarose, même si je l'adorais, tu sais. Puis je suis très sincère, je suis très optimiste envers le futur de cette organisation-là. Beaucoup plus... En fait, la construction se déroule beaucoup mieux que des équipes comme Pittsburgh et compagnie qui ont un pool d'espoir complètement vide en ce moment. Fait qu'il faut pas oublier, toutefois, qu'il y a d'autres équipes dans la même situation qui ont un solide avenir devant eux. Blue Jackets, Blackhawks, Ducks, évidemment les Sharks. Heureusement, plusieurs équipes dans l'Ouest, mais oublions pas que ces équipes-là sont encore dans le cave possiblement cette année. Ils vont eux aussi possiblement repêcher le top 5 cette année. Puis peut-être même l'an prochain. Puis l'an prochain, McKenna, Belchett, Stenberg, c'est une grosse année encore. Fait que c'est ça. Les Canadiens, ça va pas être la seule équipe à avoir beaucoup de talent dans ses rangs pour les années à venir. Puis faut pas oublier non plus qu'au-delà du talent individuel, ça va prendre des gars qui jouent avec passion et fierté si on veut ramener la Coupe à Montréal. En ce sens, je suis pas rendu au point non plus de congédier Martin Saint-Louis. Là, arrêtons ces niaiseries. Fait que, pour répondre au final à ta question, je pense que le focus de Kent Hughes en ce moment, c'est d'assurer un bon développement de ces jeunes déjà repêchés afin d'assurer qu'ils vont atteindre leur plein potentiel, puis aussi s'assurer de bâtir une équipe avec des joueurs qui veulent gagner puis qui ont la bonne attitude malgré le creux de vague qui traverse en ce moment. Fait que merci tout le monde pour votre écoute, puis suivez-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour votre support, c'est très 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 apprécié et on se voit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Merci. J'ai beaucoup aimé cette question-là, mais bon, on va prendre un esti de détour. C'est quand même difficile de répondre parce que